Le concept de zone habitable galactique a été formulé par analogie avec celui de la zone habitable circonstellaire, beaucoup plus ancien, qui a été exprimé pour la première fois clairement par l'astronome chinois qui travaillait aux États-Unis, Sishu Huang, en 1959. La définition de la zone habitable circonstellaire est quantitative et très claire. C'est la zone à une distance par rapport à une étoile comme le Soleil, où la température est entre 0 et 100 degrés, ce qui permet l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète, l'eau liquide étant considérée comme indispensable au développement de la vie. Quand on est plus à l'intérieur, il fait trop chaud, donc l'eau se trouve sous forme de vapeur. À l'extérieur, trop froid, l'eau se trouve sous forme de glace. Dans notre système solaire, la Terre se trouve à peu près au milieu de la zone habitable circonstellaire, avec Mars et Vénus aux deux extrémités. Évidemment, cette distance par rapport à l'étoile dépend aux propriétés de l'étoile. Plus l'étoile est froide, plus il faut se rapprocher pour avoir la bonne température et évolue avec le temps. On sait par exemple que notre Soleil, en vieillissant, devient de plus en plus chaud, donc la zone habitable circonsolaire se déplace vers l'extérieur. Par analogie à ce concept, on pouvait donc penser qu'une galaxie comme la nôtre, la Voie lactée, qui est sous forme de disque, un disque spiral, l'image qu'on voit ici, ce n'est pas celle de notre galaxie, mais d'une galaxie extérieure, on pourrait penser qu'elle a des propriétés qui varient avec le rayon ou avec le temps, qui pourraient être importantes pour le développement de la vie au niveau galactique et encore pour sa maintenance, sa pérennisation au niveau galactique ou sa destruction. Au milieu des années 80, les premières idées là-dessus ont été formulées par Marošnik et Mutin, des astronomes soviétiques, et puis par l'astronome hongrois Balázs. À l'époque, on parlait d'une zone de vie dans la galaxie. L'idée était un peu différente de l'idée qu'on se fait aujourd'hui, de ce qui est zone habitable. On essayait surtout de se protéger des phénomènes qui pouvaient détruire la vie au niveau galactique. Et le type de phénomène qu'on considérait plutôt à l'époque, c'était la proximité avec des objets qui pourraient perturber les nuages de comètes de Oort de notre système solaire et envoyer beaucoup de ces comètes vers l'intérieur qui collisionneraient avec la Terre, détruisant la vie à la surface terrestre. Aujourd'hui, le concept a changé de nom. On appelle ça de zone habitable galactique. Et sa forme moderne est due à González Brownlee Award en 2001. Parmi les propriétés qui sont évoquées, il y en a deux sur lesquelles on focalise actuellement. La première de ces propriétés, c'est le contenu de matière en éléments lourds, plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, qui sont les deux éléments les plus légers et les plus abondants dans l'univers, étant été produits par le Big Bang. Tout le reste des éléments a été formé par la suite dans les diverses générations stellaires qui se sont succédées tout le long de la vie de la galaxie. Et ces éléments, comme on le sait, sont importants pour la formation de planètes telluriques comme la Terre. En revanche, les planètes gazeuses géantes du système solaire, Jupiter, Saturne, etc., sont formées de ces deux éléments-là, essentiellement. Mais ces planètes ne sont pas propices à la vie, au moins la vie qu'on connaît sur Terre, donc ce n'est pas très intéressant pour notre discussion. Ces éléments lourds sont relativement peu abondants. Dans la composition du Soleil, ils comptent pour environ 1,5%. Au niveau galactique, on sait maintenant que ces éléments, qu'on appelle métaux communément, même s'ils se trouvent sous forme gazeuse, l'oxygène par exemple en général se trouve sous forme gazeuse, et leur quantité, leur pourcentage dans la matière, on l'appelle métallicité. On sait donc que vers l'intérieur de la Voie lactée, il y a plus de métaux, environ 2 ou 3 fois plus qu'au Soleil. Et vers l'extérieur, en revanche, il y a moins de métaux, en niveau 3 ou 4 fois moins qu'au Soleil. Il y a donc une variation de la métallicité tout le long du disque galactique, et comme les éléments lourds sont nécessaires pour la formation de planètes telluriques, on peut imaginer que c'est plus intéressant de se trouver à l'intérieur de la galaxie si on veut trouver des planètes telluriques. Il y a une deuxième propriété qui est les supernovae. Les supernovae sont des phénomènes explosifs qui dégagent beaucoup d'énergie. On verra dans un instant combien. Ici, c'est l'inverse. Les supernovae ne sont pas intéressantes pour la vie, au contraire, ça peut avoir des effets destructifs pour la vie.
Et de manière analogue, il y a plus de supernovae vers le centre de la galaxie, simplement parce que la densité stellaire est plus importante. Donc il y a plus d'étoiles qui meurent au centre galactique qu'à l'extérieur. On a donc, en fonction du rayon, deux effets qui vont au sens opposé. Et comme d'habitude, quand vous avez deux effets qui vont au sens opposé, il y a une zone intermédiaire où les effets sont peut-être plus modérés et là, la vie peut s'accommoder plus facilement. C'est ainsi qu'on appelle zone habitable galactique la zone qu'on voit ici en vert qui se trouve entre les régions centrales et entre les zones externes. Et là, le risque de supernovae est plus modéré et il y a suffisamment de métaux pour fabriquer des planètes telluriques. C'est l'idée principale. Très simple, mais la formuler de manière quantitative, c'est une autre histoire. Tout simplement parce qu'on connaît mal aussi bien les effets de métallicité que les effets des supernovae à la destruction de la vie. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour ce qui concerne la métallicité, a priori, il paraît que pour former des planètes, il faut des métaux, des planètes telluriques. Mais la théorie ne nous permet pas de dire, même si on commence maintenant à voir des simulations de formation de systèmes planétaires, surtout autour de planètes extrasolaires qu'on a découvertes en abondance ces dernières années, encore on ne connaît pas quelle est la quantité de métaux minimale ou maximale nécessaire pour former des planètes telluriques. On s'est basé donc surtout aux observations. Et les premières observations qui ont permis de faire des statistiques là-dessus, grâce au télescope au sol, le télescope Keck par exemple, qu'on voit ici, qui ont été analysés par Fisher et Valenti en 2005, ont révélé que pour les planètes géantes, comme Jupiter, qui se trouvent près de leur étoile, ce qu'on appelle des Jupiters chauds, il est clair que la métallicité de l'étoile, son contenu en métaux, joue un rôle important. En d'autres termes, la fréquence de ces planètes dépend du carré de la métallicité de l'étoile. Il y a plus de Jupiter autour de ces planètes. Mais ce n'est pas les Jupiters qui nous intéressent, c'est les planètes telluriques. Pour cela, il a fallu attendre encore un peu plus, parce que les planètes telluriques sont plus petites, ils affectent moins leurs étoiles, c'est plus difficile de les détecter, mais grâce au télescope spatial Kepler de la NASA, qui était lancé en 2010, on a commencé à faire des statistiques, à découvrir beaucoup de planètes telluriques, et le travail de Bushhav en 2012 a montré qu'on trouve des planètes telluriques autour des autres étoiles, et la métallicité des étoiles ne semble pas jouer un rôle important. Donc les facteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, comme quoi la métallicité joue un rôle important à la formation des planètes telluriques, ne semblent pas jouer un rôle. On passe maintenant aux supernovae. Pour les supernovae, on connaît leur fréquence dans la galaxie. On n'a pas trouvé de supernovae dans la Voie lactée depuis le temps de Kepler. Kepler, c'est le dernier qui a observé une supernova dans notre galaxie, il y a 4 siècles. Mais on sait que leur fréquence est de l'ordre de 2 à 3 par siècle. Et il y a différents types de supernovae, mais les plus fréquents sont celles qui signent la fin de la vie d'une étoile massive. 10 fois, 20 fois, 30 fois la masse du Soleil. Parmi toutes les étoiles, ces étoiles constituent une minorité. C'est une étoile sur 100, une étoile sur 300 environ. C'est pour ça que leur fréquence est assez faible. Cet événement, c'est un événement très énergétique. Il dégage une grande quantité d'énergie sous forme de rayonnement de haute énergie, des rayons ultraviolets, des rayons X et des rayons gamma, mais aussi sous forme de particules énergétiques, des rayons cosmiques qui sont accélérés justement par l'onde de choc de l'explosion. Et l'énergie totale dégagée par ces phénomènes est équivalente à celle que notre Soleil rayonne à environ 1 milliard d'années. Donc c'est une énergie considérable. Qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie dégagée par la supernova sous forme de particules très énergétiques? Quand elle tombe à la haute atmosphère d'une planète comme la Terre, elle induit des réactions chimiques. Elle casse, en d'autres termes, les molécules de l'azote et de l'oxygène de notre atmosphère, qui sont les molécules les plus abondantes. Et les atomes de l'azote et de l'oxygène peuvent se combiner pour former des oxydes de l'azote. Et ces oxydes de l'azote interagissent surtout avec les molécules de l'ozone de notre atmosphère et les détruisent. Or, la couche de l'ozone, comme on le sait, est très importante pour nous protéger des rayons ultraviolets du Soleil. Si la couche de l'ozone est affectée,
pas forcément disparu, mais diminué d'un facteur 2, 3, 4, les rayons ultraviolets du Soleil commencent à pénétrer à l'intérieur et ils peuvent tuer toute forme de vie à la surface de la Terre, les organismes vivants à la surface de la Terre. On peut calculer la distance maximale pour laquelle cet effet se produise, et c'est de l'ordre de 25 années-lumière. Dans un rayon de 25 années-lumière autour du Soleil, il y a une centaine d'étoiles, mais c'est des petites étoiles. Il n'y a pas de grosses étoiles capables d'exploser en supernovae. Il faut aller beaucoup plus loin, ce qui veut dire que c'est une distance quand même considérable. Il est rare de trouver des supernovae fréquemment à notre voisinage. Compte tenu de la fréquence de supernovae dans la Voie lactée, on évalue la possibilité qu'une supernova explose près de la Terre à une distance inférieure à 25 années-lumière à une explosion tous les quelques centaines de millions d'années. Donc cet événement très très rare. Et en plus, il faut se dire que cet événement n'est pas létal. De toute manière, la vie dans la mer n'est pas affectée par cela. Ces rayonnements, les rayonnements ultraviolets ou les rayonnements énergétiques qu'on a mentionnés, ne pénètrent pas l'eau. Une couche d'1 mètre d'eau suffit largement pour les arrêter. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que les mutations induites dans les cellules par ces rayonnements peuvent aussi accélérer l'évolution de certaines formes de vie ou même induire l'apparition de nouvelles formes de vie. Donc, on ne parle pas d'effet forcément stérilisateur. Quand on regarde l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre, on voit que durant les 500 derniers millions d'années, il y a eu des événements très catastrophiques pour les différentes espèces. Il y a 5 grandes catastrophes, la dernière étant celle des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Et pendant ces catastrophes, une grande fraction des espèces vivantes sur Terre sont disparues, même 50, 60, 80%. Et pourtant, la vie a continué à exister, même si certaines espèces de vie complexes sont disparues. Chaque fois, la complexité repartait et on est arrivé aussi à avoir les êtres humains qui sont une forme de vie très complexe. Une catastrophe ne signifie pas forcément une stérilisation de la planète. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas pris en compte et on ne sait pas comment le prendre en compte si on veut calculer ce genre de choses. On connaît comment notre galaxie a évolué, mais les formes de vie sur la galaxie, comment elles ont pu être affectées par tous ces événements, on ne les connaît pas. Il y a eu donc un certain nombre de travaux réalisés dans les 20 dernières années, étudiant ces questions, essayant de mettre ensemble ce qu'on sait sur l'évolution de la galaxie, l'évolution de la métallicité, des lots de supernovae, et tenir compte de ces critères qu'on vient de voir sur le développement ou la destruction de la vie. Et la première étude qui a mis tout ça ensemble était celle d'un groupe australien, Lineweaver et collègues, en 2004, et on voit les résultats à gauche en haut, où sur l'axe horizontal il y a la distance galactocentrique, sur l'axe vertical il y a l'âge des étoiles, ou l'âge de la galaxie, avec au sommet l'instant aujourd'hui. Et on voit qu'au début de la galaxie, il y a 10 milliards d'années, il y avait beaucoup de supernovae dans les zones internes. C'est la partie rouge du diagramme. Et là, manifestement, ce n'est pas bon pour la vie. On voit aussi à droite la partie bleue où la métallicité était trop faible pour former des planètes telluriques. À l'époque, on pensait que c'était un problème. À partir de 2012, on sait que ce n'est pas un problème parce que les observations montrent qu'il n'y a pas de rapport entre la métallicité et la formation de planètes telluriques. Et puis finalement, la zone verte en haut, dans laquelle se trouve le Soleil, est la zone qui apparemment est favorable à la formation de planètes telluriques et à la maintenance, la pérennisation de la vie, avec moins de risques de destruction. Et c'est là que Lineweaver et collègues ont appelé la zone habitable galactique. D'autres travaux ont été faits. Il y a quelques années plus tard, j'ai présenté un travail subodorant que la formation de planètes telluriques ne dépend pas de la métallicité et ainsi j'ai pu trouver une zone beaucoup plus étendue. En fait, la conclusion c'était que l'ensemble du disque galactique pouvait être habitable. Un autre travail plus tard, avec Govan Locke et ses collègues, ont montré des choses similaires qu'on peut voir à droite en haut. Il n'y a pas eu beaucoup d'études, moins d'une douzaine dans les années qui sont intervenues. Et on voit ici un résumé dans un travail de Govan Locke en 2016, où à droite, on voit les résultats de tous ces calculs. Il y en a des calculs qui ont été faits avec des modèles d'évolution galactique semi-analytiques,
et d'autres avec des modèles de calcul dynamique à plusieurs corps où les interactions gravitationnelles à l'intérieur d'une galaxie sont prises en compte, des modèles beaucoup plus sophistiqués. Mais cette sophistication physique n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est les recettes qu'on met, la manière dont est implémenté à la fois le risque de destruction et la probabilité de former une planète tellurique. Sur ces deux points, on n'a pas de recette très claire. Donc les résultats sont résumés ici et en gros, quand on regarde les travaux qui sont en jaune, on voit qu'il y a une zone habitable galactique, selon les conclusions de ces travaux, qui est nettement centrée au Soleil, qui est autour du Soleil, à 7, 8, 9 kPa du centre galactique. Et puis, il y a deux travaux en rouge où on voit que la zone favorable se trouve à 2 kPa du centre, donc beaucoup plus près du centre galactique. Il y a de manière assez bizarre, j'avoue que quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas comprendre, un travail qui met la zone habitable galactique à l'extrémité de la galaxie, à 16 kPa du Soleil, là où pratiquement il n'y a plus d'étoiles. Et selon les auteurs, c'est la zone galactique habitable préférable. Et puis il y a deux travaux qui sont en vert, où pratiquement la totalité du disque est propice à l'éclosion de la vie et à sa pérennisation. Donc je trouve ce tableau très instructif parce qu'il illustre très bien les très grandes incertitudes qui existent actuellement sur ce concept. À partir du moment où on ne sait pas formuler clairement les divers indices, les diverses contraintes sur la formation des planètes telluriques et surtout sur la destruction de la vie, il est pratiquement impossible de définir la zone habitable dans la Voie lactée. Et peut-être qu'il n'y a pas de zone habitable, tout le disque de la Voie lactée est peut-être favorable à l'apparition de la vie. On peut s'attendre à trouver des formes de vie n'importe où dans la Voie lactée. Il ne faut pas oublier que même si l'intérieur de la galaxie semble être un peu plus dangereux, il y a beaucoup plus d'étoiles dans la région centrale que dans la périphérie. Donc même s'il y a beaucoup de destruction, il se peut qu'il y a pas mal de formes de vie à l'intérieur de la Voie lactée. Est-ce que cela veut dire que le concept de la zone habitable galactique est inutile? Je ne le pense pas, même si pour l'instant on ne peut pas donner une réponse claire, et on est dans le brouillard essentiellement. Je pense que ce concept, tout comme le paradoxe de Fermi, nous a permis de réfléchir sur un sujet qui est très compliqué, l'apparition de la vie au niveau galactique et sa destruction, sa disparition. Et je pense aussi que les observations à venir, avec les nouveaux télescopes qui se préparent dans les années 20 et 30 des planètes extrasolaires, qui vont apporter beaucoup plus d'éléments, de matériel de réflexion sur ces questions. Et ça ne peut qu'être profitable pour tous.